J'ai surpris par hasard ma sœur et ma mère en train de comploter pour me faire tout porter le chapeau pendant la fête de Noël. Ce soir-là, ma mère m'a appelé, folle de rage, « Mais à quoi tu joues ?» J'ai répondu calmement, « Je te laisse deviner. » Ma surprise a plu à tout le monde? Et au moment où l'écran s'est allumé, ma sœur s'est écriée, « Non, c'est impossible. » Comment est-ce possible? Je m'appelle Camille. J'ai 32 ans et ce soir-là, j'ai découvert que ma propre chair et mon propre sang complotaient ma destruction totale. Je pressais mon corps contre le mur froid du couloir sombre, ma main tremblante agrippant le téléphone qui enregistrait silencieusement chaque mot. Le son du ricanement malveillant de ma sœur s'échappa par l'entrebâillement de la porte du salon, immédiatement suivi par l'approbation enthousiaste de ma mère. J'entendis ma sœur chuchoter avec suffisance. Tant que tout le monde y croit, ça suffit, non? Maman. Sans hésiter, ma mère répondit, « Ne t'inquiète pas. Personne ne remet jamais en question un scandale comme celui-ci. » Elles étaient occupées à finaliser les derniers détails d'un plan destiné à m'humilier devant tous ceux que j'aimais à la fête de Noël qui devait avoir lieu le week-end suivant. J'eus l'impression que mon cœur était broyé par une main invisible lorsque j'entendis la phrase la plus cruelle qu'une mère puisse jamais prononcer pour confirmer sa trahison. J'écoutai attentivement ces mots tranchants fendre le silence, déclarant qu'après cette nuit, Antoine appartiendrait à ma sœur, tandis que je ne serais rien de plus qu'une trompeuse méprisée. Cette seule phrase anéantit la dernière once d'affection que je nourrissais encore pour les personnes présentes dans cette pièce. Au lieu de m'effondrer en larmes ou de faire irruption en criant contre elle comme elle s'y attendait probablement, je sentis une terrifiante vague de calme m'envahir. J'arrêtai l'enregistrement et tapai un court message à mon unique allié pour lui dire que le plan était officiellement enclenché. Je tournai le dos aux personnes qui étaient censées m'aimer et m'éloigner, les yeux plus froids que la tempête d'hiver qui s'annonçait, car elles voulaient un spectacle et j'allais leur offrir un chef-d'œuvre. Si vous avez déjà ressenti la morsure de la trahison de la part de vos proches, veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant, car vous n'allez pas croire comment j'ai retourné leur piège contre elles. L'origine de cette trahison a commencé 2 semaines avant que le cauchemar ne se déploie véritablement, lorsque mon fiancé Antoine m'a secrètement tendu une petite boîte en velours rouge lors d'un dîner privé. Avec une expression sérieuse, il m'expliqua que la bague en diamant à l'intérieur était un héritage familial incroyablement précieux et que son annonce devait être faite formellement devant ses parents. Antoine m'a demandé de garder la bague complètement cachée jusqu'à la fête de fiançailles officielle car il voulait que le moment de la révélation soit absolument parfait, surtout pour sa mère traditionnaliste. Comprenant le poids de sa demande, j'ai soigneusement caché la boîte en velours au fond du tiroir du bas de l'armoire antique de ma chambre, sous une épaisse pile de pulls d'hiver. Je croyais sincèrement que mon espace personnel était suffisamment sûr pour protéger quelque chose d'aussi précieux, mais j'avais gravement sous-estimé le manque de limites au sein de ma propre famille. Ma sœur Manon a toujours eu la terrible habitude d'envahir ma vie privée, de prendre mes vêtements ou mes accessoires coûteux sans jamais demander la permission. Elle attendit de voir ma voiture quitter l'allée pour le travail avant de se glisser discrètement dans ma chambre avec l'intention de fouiller dans mes derniers achats. Manon se sentait en droit de posséder mes affaires, insistant constamment sur le fait que seule elle était faite pour les articles de créateurs de luxe et un style de vie somptueux. Bien que n'ayant pas les moyens financiers de s'offrir une telle vie, et refusant constamment de s'engager dans un emploi stable, elle passa près de 20 minutes à saccager mon placard et mes tiroirs, de plus en plus irritée de ne pas trouver un nouveau sac à main de créateur à emprunter pour sa soirée. Sa fouille invasive fut finalement interrompue lorsque ses doigts effleurèrent le bordure de la boîte en velours cachée sous des couches de pull. Au lieu de respecter la tentative évidente de dissimulation et de remettre l'objet à sa place, Manon tira immédiatement la boîte à la lumière avec une curiosité avide. Elle ouvrit le couvercle pour révéler la bague en diamant vintage, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle réalisait l'immense valeur financière et sentimentale de ce que j'avais caché. La réaction appropriée aurait été de fermer la boîte et de quitter la pièce, mais Manon n'a jamais été quelqu'un qui respecte les limites morales. Elle glissa la lourde bague à son propre doigt et découvrit qu'elle lui allait parfaitement. Un sourire froid et satisfait se dessina sur son visage alors qu'elle admirait son reflet dans le miroir de ma coiffeuse. Une vague d'envie sombre et dévorante la submergea car elle croyait sincèrement que ce magnifique bijou était bien mieux à sa main qu'il ne le serait jamais à la mienne. Manon resta là pendant un long moment, se convainquant qu'elle était celle qui possédait le charme et la beauté nécessaires pour devenir l'épouse d'un riche homme d'affaires comme Antoine. Elle fixa son reflet et se dit que j'étais trop terne et rigide pour satisfaire un homme de sa stature pour le reste de sa vie. La jalousie qui couvait depuis des années finit par déborder, se transformant en une justification tordue pour le vol et le sabotage.
En contemplant le diamant étincelant, Manon décida à ce moment-là qu'elle ne remettrait pas la bague dans sa cachette, mais qu'elle la garderait pour elle, comme première étape pour s'emparer de ma vie. Son raisonnement déformé lui disait que si je perdais un héritage familial aussi important avant la fête, Antoine me considérerait comme négligente et indigne de la confiance de sa famille. Elle calcula que le scandale qui en résulterait détruirait ma relation, lui laissant l'occasion parfaite d'intervenir et de le réconforter avec une sympathie feinte. Manon replaça soigneusement la boîte en velours vide sous les pulls pour s'assurer que je ne découvrirais le vol que bien trop tard pour réparer quoi que ce soit. Elle quitta ma chambre avec la bague bien à l'abri dans sa poche, s'engageant pleinement sur une voie de destruction qui ruinerait sa propre sœur simplement pour satisfaire son avidité. 3 jours après la mystérieuse disparition de la bague du tiroir où je l'avais cachée, je remarquai enfin l'espace vide où la boîte en velours aurait dû se trouver sous l'épaisse pile de pulls d'hiver. Je n'ai pas immédiatement crié ou couru en bas pour accuser qui que ce soit, car je savais que sans preuve concrète, elle ne ferait que me faire douter de moi-même et me faire croire que je l'avais égarée. Je me forçai à prendre une profonde inspiration et me souvins de la petite caméra de sécurité que j'avais discrètement installée sur l'étagère en face de mon lit des mois auparavant. Je m'assis à mon bureau avec des mains tremblantes et accédai aux images depuis le cloud, priant pour que mes soupçons ne soient que de la paranoïa. Le silence dans la pièce devint lourd et suffocant alors que le fichier se chargeait sur l'écran de mon ordinateur portable, révélant exactement ce que j'avais craint. Je fus figé de stupeur lorsque la vidéo haute définition montra clairement ma mère Diane et Manon assises confortablement sur ma couette comme si la chambre leur appartenait. Les images les montraient complètement à l'aise dans mon espace privé, discutant de l'avenir de ma relation avec une froideur glaçante. Je regardais avec horreur Manon se pencher en avant, les yeux vifs, et commencer à empoisonner l'esprit de ma mère avec des mensonges sur mes réussites professionnelles. Elle ne se contentait pas de voler la bague. Elle voulait détruire chaque aspect de la vie que j'avais mis tant d'efforts à construire. Manon inventa une histoire ignoble, affirmant que ma récente promotion n'avait pas été obtenue par un travail acharné ou de longues heures. Elle regarda ma mère droit dans les yeux et fabriqua une liaison entre moi et mon supérieur, insistant sur le fait que j'avais obtenu un avantage déloyal. La voix de Manon dans l'enregistrement devint venimeuse, me tordant l'estomac. Penses-tu honnêtement qu'elle est assez intelligente pour obtenir ce poste? Elle a couché avec ce vieux directeur juste pour grimper jusqu'au poste de directeur. Je m'attendais à ce que ma mère me défende, ou au moins qu'elle remette en question une accusation aussi vulgaire et sans fondement contre sa propre fille. Au lieu de cela, Diane hocha simplement la tête en signe d'accord, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle avait toujours voulu croire. Elle semblait soulagée d'avoir enfin une raison de diminuer mon succès pour qu'il n'éclipse pas celui de son enfant préféré. Diane regarda Manon avec une expression sérieuse et répondit sans hésitation. Tu as raison. La famille d'Antoine est si prestigieuse. Nous ne pouvons pas permettre qu'une belle fille aux mœurs légères ternisse leur réputation. Mon cœur se brisa en 1 million de morceaux en réalisant qu'elle ne faisait pas que bavarder. Elle conspirait activement pour détruire mes fiançailles. Les 20 minutes suivantes de la vidéo les montrèrent planifiant méticuleusement comment fabriquer des preuves pour étayer leur version tordue de la réalité. Je les écoutais discuter de l'utilisation d'un faux numéro de téléphone pour créer une piste de message texte incriminant, faisant croire que je communiquais avec un amant. Elles parlèrent même de retoucher des photos pour me placer dans des situations compromettantes qui n'avaient jamais eu lieu. Le niveau de détail de leur plan prouvait qu'elles pensaient à me ruiner depuis longtemps. Elles décidèrent que le moment parfait pour faire exploser cette bombe serait à la prochaine fête de Noël, lorsque tous les parents et partenaires commerciaux d'Antoine seraient présents pour assister à mon humiliation. Manon sourit malicieusement à la caméra et porta le coup de grâce. Ce soir, je montrerai à tout le monde son vrai visage pour qu'Antoine réalise enfin qu'il le mérite vraiment. J'étais assise dans la pénombre de ma chambre, laissant la vidéo tourner en boucle tandis qu'un engourdissement glacial se propageait dans mes veines. Elle prévoyait de me faire passer pour une trompeuse et une fraude devant l'homme que j'aimais, juste pour me le voler. Cette trahison allait bien au-delà d'un simple bijou volé. Elles essayaient de me voler ma dignité et mon avenir. Je réalisais que pleurer sur cette traîtrise ne résoudrait rien et que si je voulais survivre, je devais être plus intelligente qu'elle. J'enregistrai le fichier vidéo dans 3 endroits sécurisés distincts, car cet enregistrement n'était plus seulement une découverte déchirante. C'était une arme. Elle voulait exécuter publiquement ma réputation. Mais elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner le pistolet. Une semaine avant que la somptueuse fête de Noël ne soit prévue au domaine familial, je savais que je ne pouvais pas mener cette bataille seule contre ma propre mère et ma sœur.
J'ai soigneusement copié le fichier vidéo incriminant de mon ordinateur portable sur une clé USB sécurisée pour m'assurer que la preuve originale resterait à l'abri de toute manipulation numérique ou suppression soudaine. Je me suis rendu directement à la résidence de tante Marthe, qui est la sœur cadette de mon père et sans doute la femme la plus puissante et la plus juste de toute notre lignée familiale élargie. Marthe a toujours joui d'un immense respect au sein de la société bordelaise car elle valorise l'intégrité et l'honneur par-dessus tout, ce qui faisait d'elle la seule personne capable de valider mon histoire contre les manipulations de ma mère. Je suis entré dans son bureau avec le poids du monde sur mes épaules, sachant que si elle ne me croyait pas, je serais complètement isolé dans la tempête à venir. Je me suis assise en face d'elle et j'ai branché la clé sur son ordinateur, mes mains tremblant légèrement alors que je me préparais à exposer la laideur qui s'était envenimée au sein de notre famille depuis si longtemps. Il fallait qu'elle voie la vérité de ses propres yeux avant que les rumeurs ne commencent à se répandre. J'ai donc pris une profonde inspiration pour calmer mes nerfs avant de pousser l'ordinateur portable vers elle. J'ai posé la clé USB argentée sur la table en acajou poli et j'ai parlé d'une voix lourde d'émotions réprimées. Tante Marthe, je veux que tu regardes cette vidéo, car c'est exactement comme ça que ma mère et ma sœur me traitent quand personne d'autre ne regarde. La pièce tomba dans un silence pesant pendant que la vidéo tournait, et je vis l'expression de son visage passer de la confusion à l'horreur absolue alors qu'elle écoutait Manon et Diane comploter ma destruction. Elle resta assise, immobile, pendant plusieurs minutes après que l'écran soit devenu noir, digérant les choses ignobles qui avaient été dites sur sa nièce et la trahison de l'hospitalité de son frère. Le choc se transforma rapidement en une fureur vertueuse qui semblait rayonner de tout son être alors qu'elle réalisait la profondeur de leur dépravation. Marthe frappa la table de sa main avec une telle force que les tasses à thé s'entrechoquèrent après qu'elle eut fini de regarder la vidéo. Ces personnes méprisables ont osé comploter un tour aussi sale et immoral sous le toit de la maison de mon propre frère. Elle déclara immédiatement qu'elle ne leur permettrait pas de s'en tirer après avoir détruit ma réputation juste pour satisfaire la jalousie et l'avidité de Manon. Nous avons passé l'heure suivante à formuler une contre-attaque détaillée qui retournerait leur propre piège contre elle de la manière la plus publique possible. Marthe se chargea de la stratégie de la liste des invités, promettant de s'assurer que les personnalités les plus influentes de la société bordelaise assisteraient à la fête pour servir de témoins crédibles à la vérité. Elle voulait s'assurer qu'une fois la preuve révélée, aucune quantité de mensonges ou de manipulation de la part de ma mère ne pourrait jamais réparer leur réputation brisée dans cette ville. Mon rôle dans notre alliance était de gérer les aspects techniques de la révélation en utilisant mes compétences professionnelles de gestionnaire d'événements pour détourner la présentation. Je savais que Manon était une analphabète technologique et qu'elle se fierait entièrement au système préconfiguré sans vérifier les fichiers elle-même. J'ai prévu de me glisser dans la salle de contrôle pour échanger son fichier contenant les fausses preuves avec la vidéo de ma chambre, m'assurant que son moment de triomphe se transformerait instantanément en son pire cauchemar. J'ai réalisé que ce plan exigeait un timing parfait, car toute hésitation leur donnerait une chance de couper le courant avant que la vérité ne soit entièrement exposée. Nous avons également discuté de la question de savoir si je devais avertir Antoine de ce qui allait se passer, mais j'ai pris la décision difficile de le laisser complètement dans l'ignorance jusqu'au tout dernier moment. Je me suis dit que si Antoine connaissait le complot à l'avance, sa réaction pendant la fête pourrait paraître mise en scène ou contrôlée, ce qui pourrait donner à Manon une occasion de prétendre qu'il était partial. J'avais besoin que son choc, sa colère et son dégoût soient bruts et authentiques, afin que tout le monde dans la pièce sache sans l'ombre d'un doute qu'il n'était pas impliqué dans leur stratagème. C'était un pari dangereux de laisser l'homme que j'aime tomber dans une embuscade, mais je savais que c'était le seul moyen de couper définitivement les ponts avec ma famille toxique. La réunion s'est conclue par un pacte solennel entre nous, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une lueur d'espoir que justice pourrait effectivement être rendue. Marthe se leva et contourna le bureau pour me regarder dans les yeux, m'offrant la validation que j'avais désespérément attendue d'une figure maternelle toute ma vie. Elle tendit la main sur la table pour saisir fermement mes mains tremblantes tandis que ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. « Ne t'inquiète pas, Camille, car je vais t'aider à transformer cette fête en une tombe qui enterrera leur avidité pour toujours. » Cet après-midi-là, l'atmosphère dans le manoir devint étrangement étouffante, alors que les nuages gris à l'extérieur signalaient l'approche d'une tempête d'hiver qui reflétait la tension qui montait à l'intérieur des murs. Le fragile équilibre de la maison fut immédiatement plongé dans le chaos lorsqu'Antoine arriva au domaine bien plus tôt que nous ne l'avions prévu, accompagné de Madame Dubois, sa mère, une femme connue dans tout Bordeaux pour son adhésion rigide aux valeurs traditionnelles et à l'honneur familial. Son arrivée précoce et inattendue provoqua une panique visible chez Diane, car elle savait que Madame Dubois était une femme incroyablement difficile à satisfaire et qu'elle jugerait chaque détail de la soirée avec un œil critique.
J'observais depuis un coin de la pièce ma mère ordonner frénétiquement au personnel de polir l'argenterie qui brillait déjà, désespérée de créer une façade de perfection pour la matriarche de la riche famille qu'elle voulait si désespérément impressionner. Manon ne vit pas l'arrivée d'Antoine comme un motif d'alarme, mais comme une occasion en or de commencer sa séduction avant le début officiel de la fête. Elle avait choisi de porter une robe cramoisie à la coupe audacieuse, bien trop révélatrice pour une réunion de famille de Noël, avec l'intention évidente d'attirer tous les regards sur sa silhouette. Manon passa tout l'après-midi à tourner autour d'Antoine comme un papillon de nuit attiré par une flamme, ignorant complètement ma présence, tout en envahissant son espace personnel avec une série de gestes suggestifs. Elle riait trop fort à ses commentaires polis et touchait constamment son bras d'une manière qui visait à signaler une intimité à quiconque regardait, en particulier à sa mère. Je pouvais voir Antoine se tortiller mal à l'aise alors qu'il essayait de maintenir une distance polie, mais Manon était implacable dans sa poursuite car elle croyait avoir déjà gagné la partie. Elle se pencha délibérément vers lui tout en tenant un verre de vin et parla d'une voix dégoulinant d'une douceur artificielle. « Antoine, tu as l'air si épuisé par tout ton dur labeur. Tu as sûrement besoin d'une femme qui comprend comment partager ton fardeau au lieu de quelqu'un qui ne sait que s'enfouir dans sa carrière comme une certaine personne que nous connaissons. » Pendant que Manon travaillait sur Antoine, Diane était occupée à exécuter l'aspect social de leur plan en s'insinuant dans les bonnes grâces de Madame Dubois. Ma mère suivait la femme plus âgée dans le salon, hochant la tête avec enthousiasme à chaque critique que Madame Dubois faisait sur le décor ou le traiteur. Diane jouait un double jeu dangereux car, tout en charmant la mère d'Antoine, elle chuchotait aussi discrètement aux premiers invités de marque qu'un secret scandaleux sur ma personne était sur le point d'être révélé. Elle voulait semer le doute dans leur esprit pour que, lorsque les fausses preuves seraient montrées plus tard, le public soit déjà préparé à croire le pire de moi. Diane se tourna vers Madame Dubois avec un air de solennité étudiée et prononça une phrase qui me retourna l'estomac par son hypocrisie. « Soyez assurée, Madame Dubois, que ce soir, notre famille démontrera que l'honnêteté est notre valeur fondamentale, même si révéler la vérité s'avère incroyablement douloureux pour nous. J'ai décidé que la meilleure façon de faciliter leur chute était de me rendre aussi invisible que possible. Pendant ces dernières heures de préparation, j'ai joué le rôle de la fille soumise et vaincue, gardant parfaitement la tête basse, tandis que je faisais semblant de vérifier les câbles audio et les connexions d'éclairage dans un coin de la salle de bal. Ma passivité les a rendues arrogantes et elles m'ont à peine jeté un regard, supposant que je ne faisais que le sale boulot pour que leur moment de gloire se déroule sans accroc. En réalité, je sécurisais la connexion entre le projecteur et mon ordinateur portable pour m'assurer que rien ne pourrait interrompre le flux vidéo une fois que j'aurais lancé la séquence. La tension dans la pièce a failli atteindre son point de rupture lors d'une brève interaction entre Manon et Marthe près de l'entrée de la salle de bal. Manon se pavanait dans la pièce avec une confiance si aveugle qu'elle entra maladroitement en collision avec Marthe, manquant de faire tomber sa pochette de luxe sur le sol en marbre. Le sac s'ouvrit pendant une fraction de seconde, et je vis le visage de Manon pâlir de panique en réalisant que la boîte en velours rouge volée se trouvait juste au-dessus de ses affaires. Elle referma le sac avec une vitesse agressive avant que Marthe ne puisse baisser les yeux, terrifiée à l'idée que son vol soit découvert avant qu'elle ne puisse m'accuser. Cependant, au lieu de montrer du remords ou de la peur, elle retrouva rapidement son sang-froid et me foudroya du regard de l'autre côté de la pièce comme si l'incident était de ma faute. Elle passa devant moi en allant se resservir un verre et se pencha pour me chuchoter une dernière provocation venimeuse à l'oreille. Profite de ces derniers moments fugaces en tant que fiancée d'Antoine, car tout va se terminer ce soir, idiote. Lorsque le tintement des verres signala le début officiel de la fête, les murmures des invités de l'élite s'estompèrent peu à peu, laissant place à un silence plein d'attente. Alors que tous les regards se tournaient vers le centre de la pièce, où les lumières brillaient vivement, Diane entra dans la lueur avec l'aplomb composé d'une actrice, agrippant le microphone comme si c'était le dernier fragment de sa dignité restante. Elle balaya la mère de visage d'une expression de chagrin soigneusement répétée, conçue pour attirer la sympathie de chaque mère dans la salle. Des larmes brillaient dans ses yeux alors qu'elle se préparait pour la performance de sa vie, celle qui, croyait-elle, détruirait ma réputation et élèverait sa fille favorite au rang de victime tragique. Diane prit une profonde inspiration tremblante avant de parler délibérément, fixant les yeux de Madame Dubois, qui était assise au premier rang avec une expression sévère qui exigeait une perfection absolue. Diane porta le microphone à ses lèvres et parla d'une voix tremblante qui résonna dans le grand hall. « Je vous présente mes excuses, Madame Dubois, et à vous aussi, Antoine. Mais je ne peux pas permettre que cette tromperie continue dans ma famille un instant de plus. » Elle poursuivit en déplorant son échec en tant que mère pour avoir élevé une fille qui s'était égarée,
dressant un tableau saisissant de ma prétendue corruption morale sans encore nommer les péchés spécifiques. Manon se tenait à côté de l'ordinateur portable du projecteur avec un sourire triomphant gravé sur son visage. Convaincue qu'elle n'était qu'à quelques secondes de s'assurer un avenir en tant qu'épouse de millionnaire, elle me lança un regard empli de pure méchanceté avant de laisser son doigt planer au-dessus de la touche entrée, qui, selon elle, afficherait les messages textes et les photos fabriquées de ma prétendue liaison. Manon appuya sur le bouton avec une confiance agressive, s'attendant pleinement à ce que l'écran derrière elle s'illumine avec des preuves qui forceraient Antoine à m'abandonner sur le champ. L'immense écran clignota brièvement avant d'illuminer toute la salle de bal, mais au lieu des images retouchées qu'elles avaient préparées, une vidéo haute définition de ma chambre apparut avec une clarté cristalline. Les murmures confus de la foule s'éteignirent instantanément alors qu'il réalisait qu'il assistait à une conversation privée entre l'hôtesse et sa fille. Diane et Manon se figèrent sur scène alors que l'image d'elles assises sur mon lit remplissait le mur derrière elles, leur posture détendue dans la vidéo contrastant vivement avec la terreur qui les étreignait maintenant. Le son de la caméra cachée tonna à travers les haut-parleurs de haute qualité, diffusant leur conspiration dans tous les coins de la pièce avec une clarté glaçante. Le public regarda en silence stupéfait la version vidéo de Manon se pencher en avant et proposer le plan ignoble de m'accuser de coucher avec mon patron. Le moment le plus accablant suivit lorsque la vidéo montra Manon fouillant dans ma garde-robe comme une voleuse ordinaire. La caméra zooma sur son visage alors qu'elle découvrait la boîte en velours rouge, capturant la transformation grotesque de son expression de la curiosité à l'avidité brute. Dans la vidéo, elle glissa la bague en diamant à son doigt et l'admira sous la lumière, riant d'un plaisir maniaque qui fit halter les invités dans la salle de bal d'une horreur collective. Puis l'audio livra le coup de grâce final alors que la voix de Manon retentit avec une clarté indubitable. « Débarrasse-toi de Camille. Je prendrai Antoine et sa fortune sera à nous. » L'impact de cette phrase fut immédiat et catastrophique, brisant toute crédibilité que ma mère et ma sœur avaient tenté de construire tout au long de la soirée. Antoine fixa l'écran avec une révulsion absolue, comme s'il regardait un monstre se dépouiller de sa peau humaine pour révéler la laideur en dessous. Il se tourna pour regarder la vraie Manon debout sur scène, la considérant comme une créature qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Madame Dubois, qui était restée assise dans un silence rigide jusqu'à ce moment, se leva soudain de sa chaise avec une telle force qu'elle bascula en arrière sur le sol. Son visage vira au cramoisi, un mélange d'humiliation par procuration et de fureur incontrôlable face à la tromperie qui se déroulait sous ses yeux. En tant que femme qui valorisait l'honneur par-dessus tout, voir son fils réduit à n'être rien de plus qu'une cible financière était une insulte qu'elle ne pouvait tolérer. Elle leva les yeux vers la scène où Diane se tenait, tremblante de peur, et déchaîna sa rage d'une voix qui tonna par-dessus les murmures de la foule. « Éteignez immédiatement cette vidéo dégoûtante et expliquez-moi exactement ce qui se passe ici. » 10 minutes après le chaos, lorsque la vidéo se termina et que l'écran s'éteignit lentement, la salle qui devait accueillir une célébration de Noël se transforma en une salle d'audience improvisée où l'élite sociale de Bordeaux devint à la fois juge et jury. Le silence stupéfait qui avait initialement envahi l'espace fut rapidement remplacé par une tension palpable alors que les invités commençaient à saisir toute l'ampleur de la trahison dont ils venaient d'être témoins. Madame Dubois n'attendit aucune explication car la preuve était déjà indéniable, et elle s'avança avec une détermination terrifiante, faisant en sorte que la foule s'écarte instinctivement devant elle comme la mer Rouge. Elle s'arrêta juste devant Manon, qui tremblait dans sa robe rouge comme une feuille prise dans une violente tempête, incapable de formuler un seul mot cohérent pour sa propre défense. Madame Dubois leva la main et frappa Manon au visage. Le son sec résonna dans la salle silencieuse comme un coup de tonnerre, signifiant officiellement la fin du statut social de Manon. La force de la gifle fit chanceler Manon en arrière, sa main agrippant sa joue brûlante alors qu'elle regardait la matriarche avec une incrédulité absolue face à l'échec catastrophique de son plan. Madame Dubois la regarda de haut avec un mépris total, ne voyant plus en elle une potentielle belle-fille, mais quelque chose de sale accroché à la semelle de sa chaussure. Elle pointa un doigt parfaitement manucuré vers le visage de Manon, et rendit un verdict qui entrait ma sœur pour le reste de sa vie dans cette ville. Madame Dubois parla d'une voix aussi tranchante qu'une lame fend dans l'air. Créature sans vergogne, quelqu'un d'un caractère aussi bas ne mérite pas de mettre les pieds dans ma maison. Pas même si vous étiez engagée comme jardinière. Antoine s'avança immédiatement après sa mère, son visage dépouillé de toute trace de la chaleur que je lui connaissais autrefois, remplacé par une fureur froide dirigée directement contre la femme qui avait tenté de voler son avenir. Il n'éleva pas la voix, mais sa seule présence suffit à faire reculer Manon alors qu'il tendait la main vers sa pochette de créateur. Il lui ordonna d'ouvrir le sac sur le champ, et lorsque ses doigts tremblants tâtonnèrent avec le fermoir,
Antoine le lui arracha des mains pour récupérer ce qui lui appartenait. Il sortit la boîte en velours rouge des profondeurs de son sac, l'ouvrit brièvement pour confirmer que la bague en diamant était en sécurité, puis la referma avec une finalité qui résonna dans toute la pièce. Antoine fixa Manon sans la moindre pitié, seulement un dégoût profond et constant pour l'avidité dont elle avait fait preuve. Antoine serra sa prise sur la boîte à bagues et lui livra son dernier avertissement d'un ton qui lui glaça le sang dans les veines. « Ne me laisse plus jamais voir ton visage près de ma vie ou de celle de Camille. » Leurs réputations s'effondrèrent en temps réel alors que les personnalités les plus puissantes de Bordeaux tournaient silencieusement le dos à ma mère et à ma sœur. Je vis des partenaires commerciaux de longue date jeter un coup d'œil à leur téléphone pour annuler des contrats, tandis que des mondaines qui buvaient autrefois le champagne de Diane la regardaient maintenant avec un mépris ouvert. Diane tenta d'agripper le bras d'un riche investisseur pour insister sur le fait que tout n'était qu'un malentendu, mais il la repoussa comme si son contact était contagieux et se dirigea droit vers la sortie. La prise de conscience qu'elle était devenue une paria sociale s'installa slowly, et Diane balaya la pièce de ses yeux éperdus et désespérés, cherchant quiconque serait encore disposé à reconnaître son existence. Je savais que c'était mon moment pour couper le dernier lien qui me rattachait à ce cycle toxique d'abus et de manipulation. Je dégrafa lentement le fin bracelet en argent que ma mère m'avait offert pour mon 18e anniversaire, le seul cadeau qu'elle m'ait jamais fait qui ne soit pas une insulte. Le métal était froid contre ma peau, tout comme la relation que j'avais endurée pendant 32 ans, et l'enlever me donna l'impression de me débarrasser d'une lourde chaîne. Je me dirigeai vers la table où Diane se tenait au milieu des ruines de son ambition, et je posai doucement le bracelet sur la nappe blanche. Je regardai droit dans les yeux remplis de larmes de la femme qui m'avait donné naissance et je prononçai mes derniers mots. Tu voulais l'honneur. Maintenant, toute la ville sait exactement ce que vaut ton honneur. Je n'attendis pas sa réponse car il n'y avait plus rien qui puisse réparer ce qu'elle avait détruit. Je me détournai des silhouettes sanglotantes de ma mère et de ma sœur, pris la main d'Antoine d'un côté et le bras de tante Marthe de l'autre, et ensemble nous nous dirigeâmes vers les grandes portes doubles du manoir, unis, alors que nous laissions les ténèbres derrière nous. Les gémissements de Diane s'intensifièrent alors que la réalité de son isolement s'installait pleinement. Mais je ne regardai pas en arrière une seule fois. Je sortis dans la nuit fraîche de Bordeaux, laissant derrière moi la splendeur pourrissante du domaine. Et pour la première fois de ma vie, je me sentis complètement et entièrement libre. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit fatidique où la vérité a été révélée sur l'écran lors de la cérémonie, et ma vie a changé d'une manière si belle que j'ai à peine du mal à la reconnaître moi-même. J'ai officiellement épousé Antoine lors d'une cérémonie privée et profondément intime dans les collines du Luberon, en Provence. Loin des murmures toxiques de l'élite sociale de Bordeaux, nous avons échangé nos vœux sous le soleil doré de l'après-midi, en présence uniquement de nos amis les plus proches et de tante Marthe, veillant à ce que notre journée spéciale soit définie par un amour authentique plutôt que par des obligations sociales creuses. La paix que je ressens maintenant est encore amplifiée par mon succès professionnel, car j'ai enfin ouvert ma propre entreprise d'organisation d'événements, qui est rapidement devenue l'une des agences les plus recherchées de la ville. Je n'ai plus à cacher mes talents ni à craindre que ma mère s'attribue le mérite de mon dur labeur, car chaque réussite que j'atteins maintenant m'appartient entièrement. Le sort de ceux qui ont tenté de me détruire a été bien moins clément, servant de dur rappel que les actions entraînent inévitablement des conséquences. Manon fait maintenant face à un procès majeur pour diffamation et vol, car Madame Dubois a refusé de laisser l'insulte à sa famille impunie. Ma sœur a été forcée de vendre sa garde-robe de créateur et travaille maintenant comme serveuse dans un petit bistrot en périphérie de la ville juste pour faire face à ses dettes juridiques croissantes. Elle a été définitivement mise sur liste noire de tous les événements de la haute société à Bordeaux, et les personnes même qu'elle essayait autrefois d'impressionner refusent maintenant même de la regarder dans les yeux si elle se trouve à servir leur table. Être forcée de verser du café aux femmes dont elle se moquait autrefois l'a humiliée d'une manière qu'aucune réprimande n'aurait jamais pu le faire. Mon père a enfin pris conscience de la réalité de la femme avec qui il vivait depuis des décennies et a pris la décision de se séparer officiellement de Diane peu après l'éclatement du scandale de la fête. Il a emménagé dans un appartement tranquille en ville pour retrouver sa paix, laissant Diane complètement seule dans le vaste domaine familial qu'elle chérissait autrefois par-dessus tout. Elle mène maintenant une existence solitaire dans cette immense maison froide, car les parents ont coupé tout contact pour éviter d'être associés à sa disgrâce. La fortune familiale qu'elle était si désespérée de protéger a été drainée par les frais de justice et la perte de partenaires commerciaux, la laissant entourée de meubles coûteux mais sans assez d'argent pour payer les factures de chauffage. Hier après-midi, alors que je révisais des contrats pour un prochain gala de charité, mon téléphone a vibré avec une notification d'un numéro inconnu.
J'ai ouvert le message pour trouver un long pavé de texte décousu de Diane, qui s'était procuré un téléphone prépayé après que j'ai bloqué son numéro principal il y a des mois. Elle a commencé par des plaidoyers larmoyants pour le pardon, affirmant que sa fille lui manquait et qu'elle voulait réparer notre famille brisée. Cependant, en faisant défiler jusqu'en bas du message, son véritable motif s'est révélé dans une demande d'aide financière pour l'aider à garder la maison. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle m'avait fait, seulement désolée que ses actions lui aient coûté le style de vie confortable auquel elle se sentait en droit. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, ne ressentant rien d'autre qu'un lointain sentiment de pitié pour une femme qui ne comprenait toujours pas le sens de l'amour. Je n'ai pas tapé de réponse car je savais que toute réponse ne ferait que lui donner une autre chance de me manipuler. J'ai appuyé sur le bouton de blocage sans une seconde d'hésitation et j'ai supprimé la conversation, effaçant ainsi sa dernière tentative de me ramener dans ses ténèbres. Le mariage dans le Luberon a été vraiment le plus beau jour de ma vie car il a marqué le début d'un avenir dans lequel je suis apprécié pour qui je suis. Antoine et moi avons passé 2 semaines à voyager à travers les vignobles, célébrant notre libération du drame qui nous avait hantés pendant si longtemps. À notre retour, le lancement de mon entreprise a été accueilli avec un soutien écrasant de la communauté, prouvant que l'intégrité vaut plus que n'importe quel héritage. Mes clients apprécient ma transparence et mon dévouement, des qualités que j'ai durement combattues pour préserver, malgré l'environnement dans lequel j'ai été élevé. Quant à Manon, sa chute en disgrâce est devenue une histoire édifiante murmurée dans les cercles privés où elle ne peut plus entrer. J'ai entendu d'une connaissance commune qu'elle a tenté d'assister à un événement caritatif public le mois dernier, pour être discrètement escortée par la sécurité avant même d'avoir atteint le bar. L'image d'elle étant retirée du monde qu'elle aspirait autrefois à dominer contraste vivement avec l'arrogance qu'elle a affichée sur cette scène. Elle apprend à la dure que le caractère est la seule monnaie qui compte lorsque l'argent vient à manquer. L'isolement de Diane est peut-être la punition la plus appropriée de toutes, car elle a passé toute sa vie à se soucier davantage de la perception publique que des liens humains. Maintenant que l'opinion publique s'est retournée contre elle, il ne lui reste plus rien à quoi se raccrocher, si ce n'est les échos de ses propres mauvais choix. Elle erre dans les couloirs vides d'un manoir qui se dresse maintenant comme un monument à son avidité, se demandant probablement où tout a mal